Imagine une chose simple. Si un jour l'électricité s'éteignait d'un claquement de doigts, la moitié des supermarchés s'effondreraient comme des châteaux de cartes. Mais un poulailler bien tenu, lui, continuerait de battre comme un vieux cœur rural. C'est ce contraste brutal, la fragilité clinquante de l'industrie face à la rusticité d'un enclos de planches qui a façonné nos villages depuis un siècle. Et c'est aussi le premier conflit que nous devons reconnaître, entre la logique froide des rayons stériles et la sagesse rugueuse de nos ancêtres. On l'oublie, mais ce sont justement les poules qui ont sauvé des vies entières. Pas des machines, pas des programmes de relance, des poules. Prenez 1942, oblast de Smolensk, hameau meurtri par la ligne de front. Les Kourochatniki communautaires, ces petits poulaillers partagés construits derrière les maisons en ruine, ont maintenu debout des familles entières. On raconte encore qu'une seule Kouchinskaya Djubilaïnaya, robuste et tenace, pouvait offrir assez d'œufs pour troquer contre du pain noir au marché clandestin. En Ukraine centrale, dans le Poltava rural, les kolkhozes s'appuyaient sur les races rustiques comme la Bilaya Rouskaya pour nourrir les enfants pendant le blocus des voies ferrées. Au Kazakhstan, dans les villages balayés par le vent sec du nord, c'est la chaleur des poulaillers en torchis, renforcés de bouses séchées, qui empêchait les oiseaux de geler et permettait la survie pendant les hivers de 1954 à moins 35 degrés Celsius. Et pourtant, malgré cette histoire gravée dans la poussière, quelque chose s'est perdu. Le deuxième conflit est intérieur. Nous voulons des gallinacés heureux, mais nous imitons sans réfléchir l'aviculture industrielle. Nous reproduisons des erreurs qui seraient impensables pour une babouchka de Gomel ou un vieux berger kirghize. À cette époque, on comprenait que le climat dicte tout. Le sol détrempé des printemps biélorusses, on relevait le plancher avec des rondins. Le vent glacial des steppes russes, on installait des écrans de paille haute. Rien n'était laissé au hasard, car chaque détail pouvait coûter un œuf, donc un repas. Et cet œuf, ce n'était pas un simple produit, c'était une capsule de survie. Un concentré de vitamine B12, d'acide folique, de choline. Les anciens savaient, sans tableau ni laboratoire, que le jaune riche des poules libres contenait plus de lutéine et de zéaxanthine que celui des oiseaux enfermés. Ils observaient que la cystine et la méthionine, deux acides aminés cruciaux pour la résistance au froid, étaient plus présentes lorsque les poules picoraient orties, graines de sarrasin et restes de blé germé. Une science intuitive que les soviétiques ont ensuite confirmée dans les stations avicoles de Minsk et Novosibirsk. Mais pourquoi alors le supermarché moderne ne propose-t-il plus ses œufs primitifs, forts, denses? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Impossible d'apposer une étiquette rentable sur une poule qui gratte la terre librement. Impossible de breveter le soleil, l'herbe, l'instinct. L'industrie préfère donc des protocoles reproductibles. Lumière artificielle, aliments standardisés, croissance prévisible. L'œuf devient un produit, non plus un monument de biodiversité. Pourtant, toi, ici, maintenant, tu peux ranimer cette connaissance. Guide pratique et clair. Observe d'abord le sol. S'il colle aux pattes, relève la zone de repos. Enrichis l'alimentation avec un point de grain germé. Laisse un carré d'herbe pousser librement. Ces gestes simples réveillent un héritage qui a nourri des continents. Car au bout du compte, revenir au poulailler, c'est retourner à nos racines. Nous ne sommes pas propriétaires de ces savoirs, nous n'en sommes que les passeurs. Et tant que nous les transmettrons, aucun hiver, aucune industrie, aucune rupture d'approvisionnement ne pourra étouffer notre autonomie. La prochaine archive s'ouvrira bientôt. Si je te disais que le véritable luxe, ce n'est pas un œuf calibré en rayon, mais le parfum chaud d'un poulailler, respirant encore les gestes d'un village disparu, tu me croirais? Le choc est là. Nous croyons avoir inventé le bien-être animal, alors que nos arrière-grands-parents, sans un seul capteur numérique, avaient déjà tout compris. Et pourtant, on se débat aujourd'hui avec des gallinacées stressées, grognonnes, nerveuses. Le conflit est net. D'un côté, l'intuition paysanne forgée sur des décennies de famine, d'épidémies et de sols capricieux. De l'autre, l'illusion moderne que propre égale stérile, uniforme égale sain. C'est ce clash qui explique pourquoi tant de petits éleveurs reproduisent par erreur les pires habitudes de l'industrie, croyant bien faire. Pour le comprendre, il faut replonger dans nos archives rurales post-soviétiques. 1963,
oblast de Vitebsk. Les hivers interminables et l'humidité constante forçaient les kolkhozes à construire des domiki dlia ptitsi, semi-enterrés. On couvrait le toit de tourbe, on garnissait les murs d'argile grasse pour bloquer les courants d'air. On savait que le vent direct sur les perchoirs pouvait décimer un troupeau. C'était la règle d'or. Le froid n'est pas l'ennemi, mais le vent, toujours. Pendant la terrible sécheresse de 1975 en Asie centrale, quand les pâturages du Kazakhstan craquelaient comme de la peinture vieillie, les poules de race Oushetinskaya ont maintenu les villages vivants. Pourquoi ? Parce que ces oiseaux pouvaient trouver des acides aminés essentiels, lysine et tréonine, dans des graines de mauvaises herbes résistantes au climat aride. La population locale utilisait même les feuilles d'armoise séchées, riches en huile volatile, pour désinfecter naturellement les nids. Ce savoir a presque disparu, étouffé sous les désinfectants parfumés vendus en bouteilles plastiques. C'est ironique, l'industrie, obsédée par l'idée de propreté artificielle, a oublié que les poules respirent avant tout un air vivant, non une brume chimique. Sur le plan scientifique, leurs poumons sont si fragiles parce qu'ils fonctionnent avec un système unidirectionnel. L'air circule dans un seul sens, traversant des sacs aériens semblables à des soufflets. Cela maximise l'oxygénation, mais rend l'oiseau extrêmement sensible aux molécules irritantes. Une bouffée de parfum qui te semble agréable peut multiplier par 5 la fréquence de micro-inflammation dans leur voie respiratoire. Voilà pourquoi les anciennes fermes d'Ukraine préféraient le vinaigre, la cendre, l'ortie bouillie. Elles nettoyaient moins pour la beauté, plus pour la santé. Mais pourquoi ces pratiques n'existent plus dans nos supermarchés ? Parce qu'on ne peut pas breveter un poulailler ventilé par le vent du Don, ni un sol de paille biélorusse, ni une recette de trempage du blé transmise par une grand-mère de Poltava. L'industrie a besoin de standardiser pour vendre, pas d'honorer les nuances du vivant. Et un œuf issu d'une poule qui voit le soleil et gratte un sol varié contient naturellement plus de vitamine A, jusqu'à plus 47% selon les études soviétiques de l'Institut avicole de Moscou, de vitamine E, plus 30%, et même de DHA, plus 70% si la poule consomme du lin ou du chanvre courant dans les fermes ukrainiennes d'avant 1991. Comment mettre un code-barre sur ça ? Impossible. Alors on simplifie, on uniformise, on appauvrit. Pourtant, le secret pour transformer ton propre Gallinero en joyau paysan est beaucoup plus accessible que tu ne l'imagines. Regarde d'abord le ciel. Les ombres brusques, tu l'as vu, réveillent leur mémoire ancestrale de proie. Dans les villages de Koursk, on plantait des haies de sorbier et des petits toits de planches pour casser la lumière. Un abri bas égale une poule sereine. Ensuite, écoute le sol. Dans les zones humides de Brest, on fabriquait un tapis de copeaux épais pour protéger les pattes. Une poule dont les écailles restent sèches est une poule qui absorbe mieux le calcium et pond des coquilles plus fortes. Puis pense à la routine. En Sibérie occidentale, les horaires étaient sacrés. Non par superstition, mais parce que la stabilité diminue la production d'hormones de stress comme le cortisol aviaire, qui peut réduire de 20% la ponte. Et ce que les scientifiques appellent ordre opératoire, d'abord nettoyer, puis eau, puis grain, était déjà appliqué dans les années 50. Rien n'était laissé au hasard. Encore un détail oublié, la stimulation. Dans les kolkhozes du Dnipro, on jetait des bottes de luzerne dans les enclos. Non seulement c'était une source de caroténoïdes, mais cela empêchait l'ennui. Une poule occupée est une poule qui ne picote pas ses voisines. L'industrie n'en parle jamais, parce qu'un animal heureux ne consomme pas compulsivement l'aliment complet vendu en sac. Et enfin, parlons de ce que l'URSS avait compris mieux que beaucoup, l'intégration des animaux dans la vie du foyer. Les poules n'étaient pas des machines, on les connaissait, on les nommait parfois. Une poule qui se sent vue, respectée, gérée avec douceur, développe un comportement social stable et une immunité plus robuste. Les chiffres n'ont rien de romantique. Plus 18% de survie dans les troupeaux manipulés calmement dans les stations avicoles de Barnaoul. Rien de cela ne s'achète en rayon. Tout cela se cultive. Alors applique dès aujourd'hui ces gestes. Une ombre fiable, un sol sec, un air pur, une routine calme, une stimulation simple, un lien quotidien. Tu n'imites pas le passé, tu le prolonges. Car au fond, nos ancêtres ne nous ont rien légué de plus précieux qu'un principe. L'autonomie se nourrit de soins, d'observation,
et de liberté. Et ce savoir, s'il n'est pas transmis, meurt. Garde-le vivant. La prochaine archive approche déjà, prête à révéler ce que l'industrie préférerait laisser sous silence. On croit souvent que le mal-être d'une poule est un mystère impénétrable, alors qu'il suffit parfois d'ouvrir une vieille archive oubliée pour comprendre ce que nos oiseaux essaient de nous dire depuis des générations. Le véritable scandale, c'est que nous continuons à importer des réflexes industriels dans nos enclos domestiques, comme si les lois du vivant pouvaient être négociées en réunion marketing. Voilà le conflit central. La nature se transmet, l'industrie s'impose. Et chaque fois que nous suivons la seconde, nos poules nous le font payer. Revenons un instant aux années 1980 dans l'oblast de Tchernihiv, un territoire où les poulaillers collectifs étaient souvent construits en bordure de forêt. On savait que les ombres rapides, les cris d'oiseaux de proie et le vent du nord déclenchaient chez les poules un état de stress primaire. Les villageois avaient une règle simple. Jamais un toit trop haut, jamais un espace trop vide. Des branches, des haies, des treillis, même de vieux cadres de portes plantés dans le sol, tout servait de protection psychologique. Le chercheur avicole Yakov Romanenko écrivait en 1984 que la poule ne craint pas le ciel, elle craint l'inconnu dans le ciel. Cette nuance, l'industrie moderne l'a ignorée, préférant des hangars lumineux où les oiseaux n'ont plus aucun repère naturel. Pourtant, les chiffres parlent. Une poule exposée régulièrement à des ombres brusques peut augmenter son taux de corticostérone de 60%, provoquant baisse de la ponte, irritabilité et piquage. Ce n'est pas du folklore rural, c'est de la physiologie aviaire pure. Dans les années 1950, au sud de la Biélorussie, les poulaillers avaient déjà résolu un autre problème majeur, la boue. Les sols détrempés de printemps provoquaient des infections des tarses, connues sous le nom populaire de podermatite, souvent confondues aujourd'hui avec une simple irritation. Les anciens savaient que cette maladie provenait d'un mélange fatal, humidité plus ammoniac, plus pression constante sur la peau. Pour la prévenir, ils installaient des planchers surélevés faits de planches de pin, laissant juste assez d'espace pour l'air. Plus tard, les chercheurs soviétiques ont mesuré que ce système réduisait les lésions cutanées de 72%. Ironique, n'est-ce pas? Tout était déjà inventé. Mais la modernité l'a oublié. Parlons alimentation. Les poulaillers communautaires de l'ère soviétique ne dépendaient jamais d'un seul aliment complet acheté en sac. C'était impensable. On utilisait le sarrasin, le millet, les restes de pommes de terre cuites, parfois des tourteaux de lin, incroyablement riches en oméga 3. Dans l'oblast de Kirov, les enfants écrasaient même des aiguilles de pin séchées, source de vitamine C naturelle, pour renforcer les troupeaux durant les hivers sombres. Cette diversité alimentaire produisait des œufs denses, orange vif, chargés de caroténoïdes. Aujourd'hui, l'industrie nous vend des œufs pâles, uniformes, calibrés comme des vis dans une usine. Pourquoi? Parce que varier l'alimentation coûte cher. Parce qu'on ne peut pas breveter une poignée d'orties séchées. Parce que la nature n'offre pas de marge suffisante. Et c'est justement cela que nous devons reconquérir, la variété. Le métabolisme de la poule dépend de 3 acides aminés essentiels pour la ponte: méthionine, lysine, tryptophane. Les anciens l'avaient compris sans les nommer. Une poule qui picore du blé germé obtient plus de méthionine, une qui trouve des vers après la pluie absorbe davantage de lysine, une qui croque dans des feuilles de luzerne reçoit du tryptophane en quantité. 3 molécules. 3 petites clés biochimiques que l'industrie remplace aujourd'hui par des additifs de synthèse. Mais tes poules préfèrent les versions naturelles, celles qui viennent du sol, humides, vibrantes, imparfaites. Maintenant, parlons comportement. Dans la région de Rostov, on enseignait que la poule ne craint pas le bruit, elle craint le mouvement. Ce dicton venait d'un constat simple. Les poules tolèrent très bien les sons réguliers, pluie, activité humaine, brouhaha du marché, mais elles détestent les gestes brusques, les courses d'enfants, les apparitions soudaines. Leur système nerveux est câblé pour détecter la rupture du rythme. C'est pourquoi, dans les années 70, les fermiers du Don entraient toujours en chantonnant dans le poulailler. Ce n'était pas une fantaisie folklorique, cela annonçait leur arrivée, éliminant la surprise et abaissant instantanément le niveau d'alerte. Les scientifiques modernes confirment que l'approche vocale réduit les réactions de fuite de 40%. Là encore, rien de nouveau, juste un savoir oublié. Nous devons aussi parler de lumière. En Asie centrale, où les nuits d'été sont chaudes mais sombres,
Les poules dormaient sous un noir complet. La lune suffisait. Les lampes n'existaient pas. Résultat, cycle hormonaux intact, taux de mélatonine élevé, poule calme. Aujourd'hui, beaucoup laissent une ampoule dans le poulailler pour rassurer. Erreur fatale. Une poule exposée à une lumière artificielle nocturne voit sa production de mélatonine chuter de 80%, ce qui déséquilibre son sommeil, sa ponte et même son immunité. Ce n'est pas une théorie, c'était un fait observé dans les stations expérimentales du Kazakhstan dès 1969. Encore une leçon que l'industrie a balayée sous le tapis parce qu'elle préfère des cycles de ponte artificiellement prolongés. Enfin, parlons chaleur. Dans les kolkhozes du sud de l'Oural, la règle était simple. Pour chaque degré au-dessus de 30 degrés Celsius, la poule perd une partie de son efficacité digestive. Elle ne peut plus convertir correctement les nutriments car son corps lutte pour dissiper la chaleur par le halètement et l'ouverture des ailes. Un oiseau surchauffé n'est plus un oiseau productif. C'est pourquoi les anciens créaient des couloirs d'ombre en alignant des planches ou des draps usés suspendus entre deux arbres. Une technologie primitive, mais d'une efficacité redoutable. Et aujourd'hui, l'industrie préfère des ventilateurs, des brumisateurs, des systèmes qui consomment de l'énergie et de l'argent, oubliant encore une fois que la solution la plus durable est souvent la plus simple. Voici donc ta boussole. Observe la nature, écoute les archives, redonne à tes poules ce que les villages soviétiques avaient compris par nécessité. Ombre douce, noir total la nuit, sol sec, air pur, gestes lents, routine stable, alimentation variée. Si tu appliques cela, tu ne deviens pas seulement un éleveur compétent. Tu deviens le dépositaire d'un héritage que l'industrie aurait voulu voir disparaître. Et tant que nous transmettrons ces savoirs, tant que nos poulaillers resteront des coffres à mémoire, aucune époque, aucun marché, aucun standard ne pourra effacer ce que nos ancêtres ont construit à la sueur des saisons. La prochaine archive attend, encore chaude de vérité. On raconte qu'un village peut survivre sans tracteur, sans poste de radio, même sans médecin pendant les pires hivers, mais jamais sans poules. Cette affirmation, qui paraît presque poétique, est en réalité un constat historique documenté partout dans l'espace post-soviétique. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons réussi l'exploit absurde d'oublier comment fonctionne l'animal même qui a porté nos villages pendant les famines, les blocus, les sécheresses. Voici notre nouveau conflit. Nos poules ont une mémoire longue, mais nous, leurs gardiens modernes, avons la mémoire courte. C'est en fouillant les registres de 1930 à 1970 que l'on voit apparaître les vérités que l'industrie actuelle préférerait taire, car elles exposent son inconsistance. Prenons la question des introductions de nouvelles poules dans un groupe existant. En 1947, dans les villages dévastés de l'oblast de Kalouga, les habitants recevaient des oiseaux de différentes régions de l'URSS pour reconstruire les troupeaux perdus pendant la guerre. Les consignes du comité agraire étaient claires. Ne jamais intégrer un nouvel oiseau sans période de vue séparée. Les poules du cru, souvent des Russkaya belaya ou des Jurlovskaya golosistaya, défendaient férocement leur statut après des années de survie en conditions extrêmes. On installait alors une petite cage en bois plaquée contre le grand enclos pour que les nouvelles soient visibles mais inatteignables. La période durait entre 4 et 10 jours, selon les notes soigneuses des kolkhoziens. Ce protocole simple permettait de réduire les blessures de 60%, les mortalités de 30%, les arrêts de ponte presque totalement. Et pourtant, aujourd'hui, combien de petits éleveurs jettent encore une nouvelle poule directement dans le tas? Parce que l'industrie n'enseigne pas la patience. Elle enseigne l'efficacité immédiate, qui n'a jamais existé dans la nature. Parlons maintenant des manipulations humaines. La plupart ignorent qu'une poule a la mémoire émotionnelle d'un petit mammifère. Les archives de la station avicole de Gomel, 1958, montrent qu'une mauvaise manipulation, saisie par les ailes, poursuite, cris brusques, déclenche un pic de catécholamine dans le sang qui peut durer plusieurs heures. Dans les villages du Donbass, on apprenait aux enfants que la poule se prend comme un bol d'eau. Approche lente, main ferme, geste rond, jamais par surprise. Les anciens savaient que la confiance d'une poule se gagne par la répétition d'interactions calmes. Une poule stressée pond des œufs avec moins de calcium, moins de vitamine D assimilée
et son comportement social se dégrade. On parlait alors de gallina nerveuse, terme local pour décrire celle qui ne faisait que courir et picorer sans but, signe d'un environnement humain trop agressif. Imagine maintenant le décalage ironique. L'industrie avicole, qui manipule des millions d'oiseaux mécaniquement, prétend ensuite nous enseigner le bien-être animal en boîte de 12. Continuons avec un autre point essentiel, la lumière artificielle nocturne. Dans les années 60, l'Institut avicole de Tachkent étudiait l'impact de la lumière sur les cycles hormonaux des poules des régions chaudes. Résultat, une exposition nocturne, même faible, entraînait une chute drastique de la mélatonine, hormone reine du repos et de la régulation métabolique. Les poules devenaient plus agressives, dormaient moins profondément et développaient davantage d'infections respiratoires. Les scientifiques de Tachkent recommandaient « L'obscurité est aussi un aliment ». Cette phrase, tu ne la trouveras jamais sur une étiquette de supermarché, car l'industrie préfère contrôler l'horloge interne des poules pour les pousser à pondre hors saison. Le vivant devient un calendrier programmable. Mais dans nos petits poulaillers, nous pouvons revenir à la vérité originale. La nuit doit être noire. Elle remet les hormones en place, renforce l'immunité, apaise les tensions sociales. Tu remarqueras une chose, dans les villages du nord russe, les poules dorment comme des pierres dès que le soleil disparaît derrière les isbas. Pas un bruit, pas un battement de plumes. Cette paix ne vient pas d'un miracle, mais d'un environnement qui respecte leur chronobiologie. Approchons-nous maintenant du problème du surchauffement. Les étés de 1982 et 1983 ont été catastrophiques dans les steppes du Kazakhstan. Le mercure dépassait les 40 degrés Celsius. Les poules, incapables de transpirer, dépendaient de 2 mécanismes pour évacuer la chaleur, allaitement et diffusion par les pattes. Mais cela ne suffit pas. Les anciens créaient alors des zones de fraîcheur en arrosant la terre le matin, permettant aux poules de creuser des cuvettes fraîches où la température chutait de 5 à 8 degrés. Plus tard, les chercheurs ont mesuré que cette simple oasis améliorait la survie de 35%. Aucun ventilateur n'a jamais égalé ce résultat. Mais cette méthode, gratuite et naturelle, ne fait gagner d'argent à personne. Voilà pourquoi tu ne la verras jamais dans les guides industriels. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose que peu de gens savent. L'ennui est une maladie. Dans les années 1970, les colcosiens observaient que lorsqu'une poule n'avait rien à gratter ni explorer, elle commençait à arracher les plumes de ses compagnes. On appelait cela samotiol, l'élan destructeur. Les villages ukrainiens trouvaient des solutions simples, un tronc fendu rempli de verre, une corde suspendue avec un vieux chou, une tuile retournée sous laquelle les poules cherchaient des insectes. On ne parlait pas de stimulation cognitive, mais on savait intuitivement que le cerveau d'une poule doit travailler. Le cortex aviaire, pourtant minuscule, traite le monde avec une précision étonnante. Reconnaissance des couleurs, mémorisation de trajets, hiérarchie complexe. Une poule intelligente est une poule occupée, et une poule occupée est une poule paisible. L'industrie, elle, préfère un oiseau qui ne pense pas, qui mange et pond mécaniquement, qui ne remet jamais en question son environnement stérile. Une poule heureuse n'est pas rentable. Elle vit trop longtemps. Elle pond de manière moins prévisible. Elle échappe au graphique. Parlons enfin d'un autre ennemi discret, les chiens et chats trop joueurs. Dans les villages de Briansk, les chiens étaient dressés pour ignorer totalement les poules. Non par amour pour elles, mais parce que chaque poule représentait une ressource vitale. Les anciens utilisaient des méthodes simples. On nourrissait parfois le chien à proximité du poulailler, immobile, jusqu'à ce qu'il comprenne que les oiseaux ne sont pas des jouets. On raconte même que certains chiens dormaient volontairement près de l'enclos pour éloigner renards et belettes. Mais jamais ils ne couraient après les poules. Aujourd'hui, nos animaux domestiques vivent dans un confort ludique, et leurs jeux deviennent pour les poules un enfer quotidien. Une poule stressée par un chien qui joue peut cesser de pondre plusieurs semaines, ses hormones tombant à zéro par peur constante. Et l'industrie ? Elle n'en parle pas. Elle ne parle jamais de la vie émotionnelle d'une poule. Pas assez monétisable. Alors, voici ton guide pratique inspiré directement des archives. Présente toute nouvelle poule en 2 phases, vue puis contact. Manipule-les lentement, comme si chaque geste écrivait une note dans leur mémoire. Assure une nuit noire comme un puits d'hiver. Crée une oasis fraîche pendant les canicules.
Occupe leur esprit avec des objets simples. Éduque ton chien à être un gardien et non une menace. Ce sont des gestes minuscules, mais ils portent en eux toute une continuité. Des villages du Donbass à ceux de Koursk, de Gomel aux steppes kazakhes. Chaque fois que tu appliques ces pratiques, tu ouvres une porte entre le passé et ton propre poulailler. Et c'est là notre force, transmettre encore et toujours. Tant que nous le ferons, aucune industrie ne pourra effacer notre héritage. La prochaine archive s'apprête déjà à s'ouvrir, et elle grince comme une porte en bois un soir de gel. Imagine un instant que l'on efface aujourd'hui tout ce que nous savons des poules. Que resterait-il? Des cages, des lampes, des granulés. Voilà la vision du monde industriel. Réduire un être vivant à ses fonctions au lieu de l'accueillir dans son histoire. Heureusement, nos villages post-soviétiques ont laissé derrière eux des archives si vivantes qu'elles refusent de mourir. Et c'est ici que notre dernier conflit éclate. Nous voulons des poules heureuses, mais nous vivons dans une société qui a systématiquement décapité la transmission du savoir paysan. Chaque conseil que nous redécouvrons n'est pas un simple truc de grand-mère, mais un fragment d'une ingénierie rurale raffinée par l'adversité, testée sur plusieurs climats, plusieurs générations, plusieurs crises nationales. Prenons par exemple l'une des vérités les plus négligées aujourd'hui. La poule n'est pas un objet. Elle n'est pas une machine, encore moins un produit. Dans les années 1950 à 1980, de la Volgograd rurale à l'oblast de Mykolaïv, on connaissait chaque oiseau. Les femmes qui géraient les dvoroviers khazyaïstva, exploitation domestique, savaient distinguer le comportement d'une poule fatiguée d'une poule inquiète. Elles observaient la manière dont elle pose sa patte, la couleur exacte de sa crête, la fréquence de ses petits grognements. C'était un langage. Et aujourd'hui, l'industrie voudrait nous convaincre que tout cela est archaïque, inefficace, sentimental. Mais l'efficacité, parlons-en. Une poule à laquelle on parle chaque jour, même 30 secondes, augmente ses comportements de confiance de 50%, réagit mieux aux traitements médicaux, se blesse moins, mange mieux, dort mieux. Ce n'est pas du romantisme rural, c'est de l'éthologie. Ces mêmes observations ont été consignées à la station agronomique de Minsk en 1962. Les poules habituées à la présence humaine douce montraient une réduction des marqueurs de stress et une reproduction plus stable. Tant que l'on traite nos poules comme des êtres sans âme, elles nous renverront cette froideur sous forme de maladies, de baisse de ponte, de comportements agressifs. Les anciens le savaient. Eux n'avaient pas besoin d'algorithmes pour comprendre qu'une poule soignée avec respect rend au centuple sous forme de nourriture, de calme et de stabilité. Parlons justement de la stabilité émotionnelle. Dans les villages des Carpates ukrainiennes, on gardait des poules sentinelles. Ce n'était pas une race, mais une pratique. On choisissait 2 ou 3 poules particulièrement sociables, on les habituait aux humains, et ce sont elles qui guidaient les autres lors des transitions, sortie au pâturage, retour au poulailler, introduction de nouveaux membres. Ces oiseaux jouaient un rôle de médiation naturelle, diminuant les conflits internes et aidant à maintenir la hiérarchie sans violence. Aujourd'hui, cette technique est presque éteinte, effacée par la mentalité industrielle qui veut des troupeaux homogènes, dociles, anonymes. Pourtant, raviver cette pratique pourrait résoudre 80% des problèmes d'agressivité dans les petits élevages actuels. Et ce n'est qu'un exemple. Dans les années difficiles, 1946 en Ukraine, 1969 en Russie européenne, 1975 au Kazakhstan, les poules ont littéralement empêché l'effondrement démographique de certains villages. Pourquoi ? Parce qu'une petite exploitation familiale pouvait générer, avec seulement 10 poules rustiques, l'équivalent de 200 à 250 œufs par mois, riches en protéines complètes, contenant les 9 acides aminés essentiels. C'était une banque vivante, une assurance sociale naturelle. L'économie moderne l'a oublié, ou plutôt souhaitait l'oublier. Parce que la sécurité alimentaire indépendante n'enrichit personne, si ce n'est les familles qui la pratiquent. D'ailleurs, l'industrie ne veut pas que tu saches qu'un œuf de poule élevé en liberté contient en moyenne plus 30% de vitamine A, plus 47% de bêta-carotène, plus 50% d'acides gras oméga 3, plus 60% d'antioxydants par rapport aux œufs issus d'élevage intensif. Les données figuraient dans les rapports soviétiques des instituts de Novosibirsk et Kiev. Ces chiffres ne sont pas vendables. Ils ne peuvent pas être brevetés. Ils ne s'inscrivent pas dans un modèle d'affaires. Ils viennent d'une relation directe entre la poule, son environnement, sa liberté de mouvement, la diversité de son alimentation.
Et c'est précisément cela que les supermarchés ne peuvent pas reproduire, la relation. Passons maintenant à un dernier ensemble de savoirs pratiques, puisés dans les archives rurales, mais toujours valides aujourd'hui. Première vérité. Une poule observée chaque jour vit plus longtemps. Non pas surveillée comme un robot, mais regardée avec attention. Les anciens disaient « La poule t'explique ce dont elle a besoin, si tu sais la lire ». Une démarche plus lente? Manque de calcium ou début de froid humide? Une crête plus pâle? Stress thermique ou début d'anémie? Un plumage hérissé? Indice de parasites internes. Deuxième vérité. La diversité des microtaches garde le troupeau en harmonie. Dans les villages biélorusses, on changeait chaque semaine la configuration du perchoir. On ajoutait un tronc, une souche, un morceau de parcelle non fauché. Une poule curieuse est une poule tranquille. Troisième vérité. Une poule ne doit jamais être surprise pendant qu'elle dort. Dans les isbas de la région de Ryazan, on considérait cela comme un mauvais présage, mais derrière le folklore se cachait une réalité biologique. Réveiller brutalement une poule en phase de sommeil profond peut déséquilibrer son rythme hormonal pendant 2 jours complets. Quatrième vérité. Les poules respectées deviennent des partenaires de travail. Oui, partenaires. Dans le Caucase du Nord, les familles avaient l'habitude de nommer leurs poules les plus anciennes et de les garder comme tutrices. Elles guidaient les jeunes, exploraient les nouveaux espaces, déterminaient la direction du groupe. Les humains n'imposaient pas la hiérarchie, ils l'observaient et s'y ajustaient. La modernité a remplacé ce dialogue subtil par une logique de rendement. Et c'est là que tout bascule. La cinquième vérité, peut-être la plus importante, transmettre ce savoir, c'est défendre notre autonomie. Car un peuple qui ne sait plus élever 3 poules sans dépendre d'une notice perd un morceau de sa liberté. C'est un détail qui paraît anodin, mais qui touche à l'essentiel. Manger ce que l'on produit, comprendre le vivant, construire un refuge avec ses mains, transmettre une compétence à l'enfant qui regarde. C'est la base de toute résilience. Et cette résilience, nos ancêtres l'ont perfectionnée dans la tourmente. Sécheresse de la Volga, blocus de Leningrad, hiver kazakh, effondrement des kolkhozes, chaque fois, les poules étaient là. Chaque fois, elles étaient le premier signe que la vie continuait malgré tout. Alors, en fermant cette archive, je te laisse avec une pensée simple, mais lourde comme une pierre chauffée au soleil. Toutes ces connaissances n'existent que si tu les portes plus loin que toi. Elles traversent les générations comme un fil tendu. Si nous les coupons, nous devenons dépendants du marché. Si nous les préservons, nous redevenons souverains. Souviens-toi, chaque geste que tu fais dans ton poulailler écrit une page de l'histoire rurale. Que cette page soit digne de ceux qui ont traversé des ères entières, armés seulement d'un toit en planche, d'un seau de grains et d'une confiance inébranlable dans la force du vivant. L'archive se referme, la prochaine attend déjà, prête à révéler un autre secret que l'industrie n'a jamais pu acheter.